débat sur Cam10 Télévision, le rendez-vous chaque dimanche 11h, 13h, 2h, le temps d'horloge pour débattre sur les questions des faits d'actualité. En guise de mise en bouche pour cette sortie du grand débat, on parlera de l'exploitation minière du côté de Batori dans la région de l'Est Cameroun avec ce communiqué du ministre des Mines, de l'Industrie, du Développement technologique qui vient, on espère, remettre de l'ordre dans le secteur. On parlera également présidentielle 2025, beaucoup de tractations, de rencontres stratégiques, le RDPC, FSNC, UNDP et j'en passe. La scène politique véritablement en ébullition au Cameroun. On posera quelques mots quant aux jeux et aux enjeux de ces formations politiques-là. On parlera également, bien évidemment, des violences basées sur le genre, un plaidoyer présenté, porté à l'Assemblée nationale par les parlementaires. Comment réellement endiguer le phénomène? Un objectif assez clair, une considération plus importante institutionnellement parlant pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Voilà de façon ramassée ce qui va constituer le menu des échanges sur ce plateau avec ces panélistes de qualité déjà bien installés dans ce studio. Bonjour et bienvenue au grand débat. De retour sur ce plateau, si vous êtes sur Cam10 Télévision, vous avez fait le bon choix, tout en vous invitant à prendre vos positions habituelles pour mener le débat. De vous nous regarder, permettez-nous à présent de dévoiler ces visages avec lesquels nous allons échanger sur ce plateau. Fadimatou Pabé, elle représente ici la formation politique RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et bienvenue au grand débat. Bonjour, bonjour au panel, bonjour aux nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être sur les plateaux de Cam10 et j'espère que nous passerons de bons moments ensemble. Merci à vous d'être sur ce plateau. Merci à vous d'illuminer ce plateau, pourquoi pas du grand débat. Des visages féminins, on n'en a pas très souvent. À votre suite, on va dire bonjour et bienvenue au grand débat à Célestin Djamène, président à part. Bonjour Muriel, bonjour à tous les téléspectateurs de Cam10 Télévision. Merci de m'avoir invité. Depuis quelques années, je n'ai pas été invité à Cam10, mais bon, c'est pas bien grave. Moi, je viens quand on m'invite. En tout cas, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir honoré à ce rendez-vous qu'est le grand débat auquel tous les Camerounais sont interpellés. On va poursuivre avec les présentations. On dit bonjour et bienvenue sur le plateau du grand débat à Arthur Ekoutou, spécialiste des questions politiques et stratégiques. Bonjour Muriel, bonjour à mes co-panélistes et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est une première pour moi. Et je suis ravi d'être avec vous. Ravi également d'être avec vous sur ce plateau qui va édifier ô combien les Camerounais qui nous regardent. Bonjour également et bienvenue sur ce plateau à Benjamin Bala au Nambélé qui nous vient de la formation politique PC-PDC. Bonjour à tous et à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Bonjour également à tous nos co-panélistes. Et à vous aussi, vous êtes très ravissante. Merci. Merci à vous d'être sur ce plateau. L'UNDP également représenté ce matin sur Cam10 Télévision pour le grand débat en la personne de Léonide Nfoum. Bonjour et bienvenue. Merci Muriel, bonjour. Je veux te remercier pour l'honneur que tu me fais de me convier sur ton panel. Ô combien prestigieux, je salue les militants et sympathisants de la vigoureuse et flamboyante formation politique que je représente
avec honneur sur ce panel l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Je salue le candidat et futur président de la République, le candidat Bello Bouba Maïgari. Et puis, j'espère aussi simplement être à la hauteur de vos délicates attentes. Merci. Merci également à vous d'être sur ce plateau. On va lancer les hostilités sans plus tarder quant à ce qui nous rassemble ici ce matin. Nous l'avons annoncé en guise de mise en bouche. On va du côté de l'Est, on va plus précisément dans la ville de Batouri. On parle de l'exploitation des mines de ce côté-là avec ce communiqué qui vient, on espère, rétablir l'ordre dans le secteur. On va lire un pan de ce communiqué-là du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Dr Foucalistus Gentry. Alors, par décision numéro 005/Mindete SGDA du 28 septembre 2024, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique avait suspendu pour risque de trouble à l'ordre public toutes les activités minières dans le périmètre du permis Batouri détenu par l'entreprise Jams Avenir pour une durée de 6 mois éventuellement renouvelable. Au terme de cette suspension échue le 28 mars 2025, le ministre tient à informer les opérateurs miniers concernés que la dite décision n'a pas fait l'objet de renouvellement, ouvrant ainsi à nouveau le dit site aux activités minières dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Toutefois, le ministre tient à rappeler que conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 19 décembre 2023 portant code minier, seules les activités artisanales au sens strict peuvent être exercées à l'intérieur du dit périmètre sans utilisation d'engins quelconques comme dans la semi-mécanisée. A signé tout simplement le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique qui compte sur le civisme de tous. C'était le 26 juin dernier. Un communiqué ainsi qui, on espère, vient rétablir l'ordre dans ce secteur. Célestin Jamel. Bien, c'est un sujet extrêmement important que vous soulevez parce que j'estime qu'il est au moins aussi important que la présidentielle qui s'annonce. À savoir que la question des ressources minières sera une question extrêmement capitale pour la croissance du Cameroun dans les 10-20 prochaines années. Vous comprenez pourquoi il faut vraiment insister là-dessus. Et je pense que tout candidat à l'élection présidentielle doit savoir que l'avenir du Cameroun dépend foncièrement aussi de ses ressources, et en particulier ses ressources aurifères et diamantifères. Alors, je pense qu'il est important de situer le contexte tout d'abord, pour que les gens comprennent. En 2020, le 14 décembre 2020, le président Paul Biya, convaincu que les Camerounais doivent enfin jouir de leurs ressources minières, en particulier l'or, le diamant, éventuellement le saphir. Il décide donc de créer par décret ce qu'on appelle la SONAMINE, Société nationale des mines du Cameroun. Alors, quel est son but? Le but de cette société d'État, donc, dont l'État est actionnaire unique, est de collecter de l'or, enfin les mines, au profit de l'État. Elle a aussi pour mission de commercialiser, de transformer et de gérer toutes les ressources minières du Cameroun. Bien sûr, l'État étant actionnaire unique, reste ouvert à d'autres entités publiques ou même privées d'ailleurs. C'est prévu dans les textes. Donc, enfin, les Camerounais pouvaient eux-mêmes exploiter leurs propres ressources minières. Et dans la foulée, M. Serge Hervé Boyo a été nommé président-directeur général de la SONAMINE. Boyongueno. Donc, président-directeur général de la SONAMINE. Alors, dans la foulée, en 2023, il y a donc le code minier qui est mis en place pour justement créer une réglementation autour de cette exploitation-là. Alors maintenant, il se trouve que forcément, il y a donc un sénateur, paix à son nom, M. Jean Bunjo, qui a saisi l'opportunité et a donc fait la demande d'un permis de recherche. Permis de recherche, c'est-à-dire qu'avant d'exploiter une mine, il faut passer par quelques étapes. La première étape, c'est la demande du permis de recherche, qui est octroyé pour un délai de 3 ans, renouvelable une fois. Alors, le sénateur a donc fait cette demande, conformément à la loi. Il a obtenu ce permis de recherche. Et au bout de la 3e année,
eh bien, il obtient ce permis de recherche. Il trouve le filon d'or. Et ensuite, il se trouve que, pendant ce temps-là, il y a certaines compatriotes camerounais, tapis au ministère des Mines, qui tirent la sonnette d'alarme et alertent leurs amis, quelque part à Pékin, pour venir effectivement exploiter de manière illégale et illégitime ce filon d'or qui a été trouvé. Je rappelle entre parenthèses que la société Jams Avenir, qui est donc propriétaire du permis de recherche, s'est noué un partenariat avec la société Codias, qui a déjà créé une mine d'or à Codomine, c'est-à-dire dans l'Est toujours. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces Chinois, chapeautés par M. Wang, viennent de manière illégale exploiter dans le filon d'or trouvé par la société Jams Avenir SRL. D'accord. Qui est totalement inadmissible. C'est très important. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Alors ensuite, mais ils se sentent lésés. Jams Avenir se sent complètement lésé, ne comprend pas comment, ayant obtenu un permis de recherche, dans son périmètre de recherche, se voit adoubé par une société, par des étrangers qui n'ont pas le droit d'être là, en fin de compte. Donc il décide de porter plainte. Alors il porte plainte au niveau du tribunal de première instance de Batouri. Et puis, finalement, le tribunal se prononce, donne raison à la société Jams Avenir. Alors, les étrangers, les Chinois font appel, et la cour d'appel, confirme la décision du TPI. Alors, ils vont en cassation. Donc, ils se pourvoient en cassation. La Cour suprême confirme à son tour la décision prise par la Cour d'appel. Ce qui fait donc que la société Jams Avenir a tout à fait le droit de faire stopper ses activités par les Chinois, donc contrôlés par M. Wang. Alors, malgré tout cela, il continue d'exploiter de l'or dans le filon trouvé par Jams Avenir, ce qui est totalement anormal. Alors, maintenant, je rappelle qu'à cet instant-là, le ministre des Mines avait suspendu pour 6 mois, c'était le 24 septembre 2024, dans toute activité d'exploitation minière dans ce périmètre-là, pour 6 mois, renouvelable éventuellement. Alors, bien sûr, 6 mois sont arrivés, le 24 mars 2025, ça n'a pas été renouvelé. Le ministre donc se fend dans un communiqué pour préciser qu'effectivement je n'ai pas renouvelé, mais seulement toute autorisation d'exploitation de l'or est autorisée pour les exploitations artisanales. Donc, par conséquent, il n'y a pas d'engin admissible sur ce périmètre. Donc, ça dit qu'on exclut les exploitations semi-mécanisées, qui sont totalement interdites. On dit que dès lors que vous apportez un engin dans ce site-là, vous êtes totalement hors la loi. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, forcément, l'affaire a continué, et aujourd'hui, je pense que le ministre a pris une décision, un arrêté, qui donne le pouvoir à ces artisans de l'or, ces chercheurs d'or, de manière artisanale, de continuer à chercher de l'or dans ce périmètre de recherche. C'est ainsi que les populations ont sauté de joie parce qu'ils sont ravis, parce qu'enfin, le ministre a pris un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement. Les populations sont ravies, il n'y a qu'à regarder la vidéo dans les différents sites concernés, et les populations sont ravies de retrouver leur activité principale. C'est quand même 4000 personnes qui sont impactées par cette affaire, 4000 familles. C'était très important. Donc c'est une bonne nouvelle pour, effectivement, les familles et les chercheurs d'or. D'accord. Aujourd'hui, donc, il est simplement clair de rappeler que j'ai regardé, comme vous, comme plusieurs personnes d'ailleurs, sur un site Batouri Est, où j'ai vu un communiqué du RDPC. C'est-à-dire qu'il y a M. Joseph Lé, qui est ministre en exercice, qui est en même temps délégué permanent du comité central dans la région de l'Est, qui, avec un collectif d'exploitants de mines d'or, s'est permis de demander, en quelque sorte, au ministre de revenir sur sa décision, au nom de l'intérêt général, au nom d'un apaisement. L'apaisement est déjà trouvé, puisque, en effet, les populations, les riverains sont déjà en train de reprendre. Les populations sont en liesse, l'apaisement est retrouvé. A simplement rappelé la loi, et je suis absolument stupéfait qu'un ministre puisse demander à son collègue du gouvernement de revenir sur l'arrêté, en fait sur la loi. Les députés ont voté.
Le RDPC n'est pas une institution. Le RDPC ne vote pas les lois. Comme quoi, la loi, c'est la loi, les députés ont une compétence nationale. Ils ont un mandat national. Ils sont les élus de la nation entière. Ils ont voté une loi que le président a promulguée. Donc le ministre le professeur Fuss-Gantry rappelle la loi. Tout simplement. Tout simplement. Et donc je crois que le débat est clos aujourd'hui. Il y a une convention qui est mise en route. Il y a des comités de développement qui sont mis en route. Et les populations, dans toutes les régions, dans tous les arrondissements de la KDI. L'ordre qui est donc de retour, tout simplement. Absolument. Donc tout est rétabli. Léonide Foum, les populations qui ont été comprises finalement. Oui, moi, le long narratif de mon vis-à-vis sur le plateau concernant la question, à moins Monsieur que nous... Djamel. Oui, je dis bien vis-à-vis, c'est pas du mépris. Excusez, Monsieur Djamel. Donc, je disais, son long narratif a failli nous perdre parce qu'en réalité, nous avons suivi cette actualité et justement, il y avait eu des troubles. Les populations voulaient une part dans l'exploitation minière qui est faite du côté de l'Est du pays parce que l'entrée, et c'était ça le problème, l'entrée en course des nouvelles sociétés selon la nouvelle réglementation avait lésé l'exploitation artisanale. C'était ça le problème. Et on parlait même, il y avait un nom d'un ponte du régime qui était brandi de ce côté-là. Ce n'est pas de ma responsabilité de le brandir, mais vous avez totalement raison. Les populations riveraines ont été remises dans leurs droits et c'est bien. Mais en guise de perspective, j'ai envie de dire que la mine est importante et elle est productive ou alors intéressante lorsqu'elle est exploitée de façon industrielle. Donc, je crois que le problème qui se pose fondamentalement à l'État du Cameroun, c'est un problème, n'est-ce pas, de gestion des ressources du pays. Parce que si des gens doivent se retrouver dans des conditions quasi sommaires, à descendre dans des tuyaux, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire des trous qu'ils font à l'intérieur pour exploiter de la mine, avec tous les dangers que cela entraîne, je crois qu'il y a aussi pour l'État la responsabilité de protéger ces personnes-là. Non seulement la responsabilité de protéger ces personnes, mais il faut donner des perspectives d'avenir fiables à ces différents compatriotes qui se retrouvent de ce côté-là, n'est-ce pas, à se débrouiller, comme on dit dans la vie. Les richesses du Cameroun doivent permettre à ce que les Camerounais vivent dignement et non pas à se retrouver dans des conditions sommaires. Vous n'avez aucune sécurité sociale, même quand vous allez vendre le produit de votre exploitation, c'est au lance-pierre que l'on vous paye. Vous êtes incapable de subvenir aux besoins de vos familles. Moi, je crois qu'il faut mettre fin à cette misère, à ce misérabilisme-là et permettre aux Camerounais de vivre dignement. Que l'on fasse entrer dans cette exploitation de la mécanique de manière à ce que les services sociaux de base soient assurés, l'emploi des jeunes soit assuré pour que nous puissions vivre dignement. Voilà. Benjamin Bala-Onambélé, on souligne également ici l'aspect sécuritaire très important. Je voudrais déjà, avant d'aborder l'aspect sécuritaire, revenir sur certains points pour faire certaines observations concernant cette affaire. Parce qu'on se rappelle que le 23 décembre 2024, il y a une décision ministérielle qui faisait grief aux artisans locaux, aux artisans miniers locaux, et cette décision même avait été attaquée par ces artisans locaux. Vous vous souvenez, ils sont même venus voir le ministre de l'administration territoriale, où on prétendait qu'il y avait des troubles à l'ordre public. Quel était le point de droit? Le point de droit qui s'opposait était tout simplement que le permis de recherche dont on a fait allusion, que la société Jams Avenir SAR, qui avait le permis de recherche dénommé Batouri S, était caduque depuis le 15 mai 2023. Et dans la convention qui avait été signée, qu'on octroyait ce permis de recherche, il y avait des dispositions qui protégeaient
d'autres artisans miniers qui étaient légalement installés sur le site de ce permis conformément. Permettez, s'il vous plaît, permettez, s'il vous plaît, quand vous aviez la parole, on ne vous a pas interrompu, c'est ça la politesse. Est-ce que vous pouvez permettre? Voilà. Donc, l'article 11 de l'arrêté qui attribuait ce permis-là protégeait ces gens légalement. Donc, ça fait qu'il y a une querelle qui est née autour de cette convention-là. Alors, le problème, c'est lequel alors? Le problème qui s'est posé, c'était que les artisans miniers se retrouvaient lésés après la suspension des activités du ministre le 24 septembre 2023 dans le permis de recherche de Batouri Est. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que prévoit la loi? La loi prévoit de manière générale deux types d'exploitation. Il y a une exploitation artisanale d'un côté, et artisanale et exploitation semi-mécanisée d'un côté, et une exploitation industrielle de l'autre côté. Lorsque vous faites dans l'artisanat, lorsque vous faites dans l'exploitation artisanale, vous utilisez des moyens, disons, à motricité humaine. Vous n'utilisez pas les machines. Et l'article 20 de la loi numéro 2023/014 portant code minier accorde tout simplement 21 hectares à ceux qui font dans ce sens-là. Maintenant, l'autre article, l'article 24, pour l'exploitation concernant l'exploitation industrielle, accorde une superficie qui ne doit pas dépasser 1000 hectares. Alors, lorsque vous entrez donc dans le fond du problème, ça devient que tous les acteurs étaient dans la violation de la loi. Parce que ceux qui avaient des permis... De votre regard, de votre lecture, on va permettre à Célestin Djamène de dire un mot à propos. Sans vouloir vous couper, on y revient. Il y a plusieurs inexactitudes. Le permis de recherche qui a été demandé par la société Diam Saveni SRL n'a pas été caduc. Le délai qui est octroyé, c'est 3 ans, éventuellement renouvelable. Le communiqué du ministre est clair, vous l'avez lu tout à l'heure. Il a fait donc appel, il s'est appuyé sur les articles 23 et 24, n'est-ce pas, du Code minier, qui a été donc promulgué en 2023, et qui dit que seul dans le périmètre de la zone de recherche la dite demande, ce périmètre-là, il n'est pas autorisé de faire usage des engins dont l'exploitation semi-mécanisée. C'est totalement interdit. Article 23, linéa 1, article 24, linéa 5. Totalement prohibé. Donc en vérité, la société Diam Saveni est parfaitement dans ses droits. Et c'est justement les autres sociétés, en l'occurrence société Wong et compagnie, qui sont venues de manière totalement illégitime et illégale exploiter dans la zone de périmètre de recherche obtenue par Diam Saveni. Donc maintenant, si l'État veut octroyer à d'autres Chinois ou d'autres étrangers des possibilités de recherche semi-mécanisées, mais ils n'ont qu'à trouver un site ailleurs. Mais il a fait sa demande de recherche dans ce périmètre-là, et on doit donc respecter le périmètre d'aller au bout de ses propos de et Diam de Saveni par la même occasion. D'accord, Benjamin Bala. Vous savez, ce qui est choquant un peu dans ce pays, c'est que la question de l'exploitation, la question des ressources naturelles. Des ressources naturelles. Les ressources naturelles, ce qu'on oublie, est lié à la question de la souveraineté, non seulement économique, mais aussi monétaire. Pourquoi? Parce que si nous nous retrouvions dans ce contexte, c'est parce que les populations sont dans le désœuvrement total. On reconnaît que le code minier est venu avec une perspective salutaire pour ces populations qui s'estimaient lésées. Parce qu'à un moment donné, les enfants ne partaient plus à l'école, ils devaient aller dans les champs, il y avait des accidents, des gens mouraient là-bas. On a essayé de réglementer ça.
Mais le problème qu'il se pose, contrairement au narratif mensonger de mon copanéliste, on va respecter les propos des uns. Est un problème. Benjamin Bala, on va respecter. C'est un plateau qui se veut être respectueux. On va respecter les propos des uns et des autres. Présentez vos arguments. Présentez vos arguments. Ne qualifiez pas les propos des uns et des autres de mensongers. Il faudra mieux qu'on s'entende dès le début. Puisque il faut faire l'état de lieu. D'accord. Pour faire l'état de lieu, pour comprendre le problème, puisque les exploitants miniers, pour les exploitants miniers, la décision ministérielle du 23 septembre 2024 a été en porte-à-faux avec des décisions de justice rendues. Parce que la Cour suprême a été saisie par les partis pour que cette décision qu'on annule les effets de cette décision, et la Cour suprême avait confirmé, il les avait renvoyés devant le tribunal administratif de Berthois. C'est faux. Devant le tribunal administratif de Berthois, pour suivre les effets de l'arrêté ministériel du 15 mai 2023. Et sa lettre. Et maintenant. Benjamin Bala, pour faire l'économie de cela, pour finalement avancer, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la sortie du ministre en question? Par rapport à la sortie du ministre, oui. Bien que cette sortie soit salutaire, n'oublions pas que quelques jours avant, il y avait déjà une lettre numéro 169 SG/PR du 2 avril 2025 du ministre secrétaire général à la présidence de la République qui demandait au même ministre de voir comment octroyer le contrat de Batouri S de Jam Société au neveu du chef de l'État. C'est ça qui est un communiqué salutaire, mais on a dit d'avancer. Mais il y a un problème. D'abord, la Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d'appel. Il est en train de mentir. La Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d'appel. On vous a permis de chuter, ça fait longtemps. On a d'autres invités également sur le plateau. On va passer la parole à Arthur Écouteau, pourquoi pas, pour donner également son avis quant à la situation de l'exploitation minière du côté de Batouri à l'Est Cameroun, avec le communiqué également du ministre. Écoutez Muriel, je pense qu'il y a toujours beaucoup de bonheur à revenir sur la légalité. Donc, un secteur aussi stratégique que le secteur minier requiert effectivement un cadre légal assez respecté. Il est bien élaboré et il faut simplement le mettre en œuvre et le respecter. Je pense que, après l'avoir dit, il n'y a que la question minière n'a pas seulement des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux sécuritaires. Vous savez, tout ce qui se passe autour de nous, dans la région des Grands Lacs, et en Centrafrique par exemple. Donc il y a urgence justement à mettre en œuvre le cadre légal et le ministre fort opportunément le fait très bien et je pense que nous devons garder espoir et appeler peut-être toutes les parties prenantes à revenir justement à la légalité. Merci. Fadjimatou Mbappé, certains diront la loi, c'est la loi, elle peut être dure, mais c'est la loi qui demande tout simplement à être respectée. Tout à fait. Duralex, cette lex, c'est ça. La loi est dure, mais c'est la loi, il faut la respecter. Mais je voudrais d'abord revenir pour dire si le président de la République a su protéger nos ressources naturelles, il faudrait que tous, c'est-à-dire tous ceux qui l'accompagnent dans la mise en œuvre de sa politique devraient aussi y jeter un regard. Les ressources naturelles, c'est d'abord pour la population et non pour l'extérieur. C'est mon avis, hein, je le précise. Et je me dis, c'est grâce à ces ressources que la population, le secteur peut être développé, la population peut trouver un gagne-pain là-dedans. Et c'est d'abord au fils du Cameroun. Et nous remarquons de plus en plus que ce secteur est dominant par ces étrangers. On ne refuse pas parce que ça nous apporte aussi des devises. C'est normal.
Mais il faudrait qu'on mette plus d'ordre dans ce domaine. Nous avons sorti, il a été mis sur pied le code minier, et lors de l'annonce, on était content de savoir qu'enfin les choses allaient se régulariser et autres. Mais nous constatons que non seulement il y a des exploitations irrégulières, mais aussi il y a fuite des recettes fiscales. Parce que ce sont ces mêmes gens, lorsqu'on les attrape en flagrant délit, ils refusent de payer les impôts qui devraient nous amener à développer nos localités, surtout la localité de Batouré et autres. Si la loi a déjà pu diviser le secteur, c'est-à-dire repartir entre les populations pour l'exploitation artisanale et d'autres pour l'exploitation à grande échelle, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faille toujours revenir sur cette décision pour pouvoir satisfaire de surcroît l'étranger. Nous savons que nous faisons attention à notre diplomatie, mais je pense que les premiers bénéficiaires devaient être les populations. Est-ce que les populations sont satisfaites? Est-ce que c'est dans l'intérêt des populations? Une décision qui est passée par le tribunal, la cour d'appel et la cour de cassation, c'est normal qu'on fasse attention. Parce que sinon, à quoi rime notre justice? À quoi rime notre justice si on ne peut pas respecter les décisions de justice? Exact. Ça, c'est très difficile. Vraiment, c'est mon avis. Je pense que cette histoire, pour être sur le terrain en tant que fiscaliste, je rencontre toutes ces difficultés-là aussi. Il y a des dossiers qui passent devant moi et que je vois souvent que on a tendance à se pencher du côté des étrangers. Et c'est vrai, ils ont déjà les permis d'exploitation. D'autres les louent aux gens de ce gouvernement, il faut le dire ainsi. Mais si déjà on est tolérant à ce qu'ils ne payent pas totalement les taxes, parce que ce sont des gens qui n'aiment pas payer aussi les taxes. Une fois qu'on leur demande de payer, ils sont dans leurs ambassades en train de revendiquer autre chose. Et je pense qu'il faudrait d'abord faire remettre à la population son droit. C'est un droit pour eux. S'ils doivent exploiter dans un périmètre, qui reste là pour exploiter, qu'on ne vienne pas encore, je ne sais pas, mais je pense que... Un débat pas ennuyeux, assez intéressant. Quelques secondes, nous allons en sortir, Célestin N'Djamène. Je voudrais que la mise en bouche. Je voudrais être d'accord Oui. avec, exprimer mon accord total avec Mme Falimatou, parce qu'en vérité, le plus important, ce sont les riverains, les habitants de ces zones-là, qui étaient, comment dirais-je, dépouillés de leurs droits les plus élémentaires, d'exploiter, même si c'est artisanal, de l'or dans cette région. Donc, la question précise, Diam Savené est une société citoyenne qui a simplement voulu... La pub, il faut payer les droits de pub. Hein. Citoyenne, qui a justement voulu se conformer à la loi. Elle a un permis de recherche, point barre. Et le ministre a rappelé la loi. On ne peut pas demander au ministre de venir se dédier, de se contredire et de violer la loi. La loi, c'est du ralex et de l'ex, c'est vrai. Tout à l'heure, M. Mbala a renchéri en disant que M. Bonivon, mais M. Bonivon... Ne relancez pas la balle, oui. Le Codias a aidé, bien sûr, Diam Savené à trouver le filon d'or. C'est un partenaire technico-financier, c'est tout. Les populations de l'Est ont été totalement instrumentalisées. Le 18 juin, si vous regardez les vidéos, ils sont passés aux aveux, ils ont été instrumentalisés. Tout le monde est content maintenant. Si tout le monde est content, nous, ça nous va. Ils sont repartis au travail et la loi a été sauve. Léonide Delphon, quelques secondes, on va en sortir, mise en bouche. Ce sont les populations lésées qui sont descendues et ont battu le pavé pour exprimer leur désarroi. C'est le problème que le ministre a résolu. Maintenant, les grandes firmes et consorts, vraiment c'était de la pub et de manière inutile. Parce que leur problème va se résoudre dans les tribunaux et les voies légales ici au Cameroun. Tout à fait normalement. Absolument. Mais je finis en disant que il faut aller à une exploitation industrielle de nos richesses minières. Et de ce point de vue-là, moi, je n'ai pas de problème avec quelques étrangers qui pourraient arriver dès qu'ils ont la capacité et l'honnêteté de traiter avec le gouvernement. La loi. Oui, je dis bien l'État du Cameroun dans le sens de respect. Parce que le représentant du peuple, c'est l'État.
qui doit s'assurer que l'intérêt des populations est représenté dans ces différentes entités-là. Alors, si l'État l'observe et qu'on peut passer à une phase industrielle, on dit que le chef d'État a préservé les richesses du pays, mais bon sang, vous marchez sur de l'or et vous êtes dans la pauvreté la plus abjecte, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, si ces capitaux et cette machinisation internationale peut venir nous aider à exploiter nos richesses de manière plus optimale et à sortir nos populations de la pauvreté, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller. D'accord, merci à vous. Ce n'était que la mise en bouche. On prend une transition et on revient pour aborder la première thématique annoncée à l'entame de ce programme présidentiel 2025, véritable ébullition au sein de la scène politique. On va parler des jeux et enjeux de positionnement des différentes formations politiques. La présidentielle 2025 est effectivement dans les starting blocks. On parle d'octobre 2025. La scène politique qui est observée par la plupart d'entre nous, pour ne pas dire par tous. On va parler de cette traction-là, ces rencontres stratégiques des différentes formations politiques. Mais avant, avec vous, Célestin Djamène, on va revenir un peu sur ces alliances défaites avec le RDPC, de l'UNDP et du FSNC. Vous êtes un acteur politique. Lorsque vous regardez cela, est-ce qu'il s'agit des indicateurs assez importants, politiquement parlant, au Cameroun? Bon, il y a des alliances de fait avec le FSNC, peut-être, mais de droit, enfin écrit avec l'UNDP, je crois que c'était en 97. Il y a une plateforme gouvernementale qui a été scellée entre M. Bello Bouamagari et le RDPC en 97, dont les termes sont très clairs. Alors évidemment, il y a des alliances de fait entre certains partis comme le PADEC, qui est au gouvernement, et FSNC, le MDR, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans son principe, une alliance n'est pas quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, hier, l'UNDP faisait partie de la majorité présidentielle. C'est-à-dire qu'ils étaient donc sous la houlette du président de la République. Ils étaient là pour exécuter la vision du président de la République. Aujourd'hui, pour les raisons que le président Bello a exprimées, il a quitté le gouvernement, il a rendu caduque en fait l'alliance, c'est son droit le plus strict. M. Chiroma a fait pareil. Et les raisons qu'ils expliqueraient, dans le cas, en tout cas, de M. Chiroma, c'est qu'il n'arrivait plus à avoir accès au président de la République pour parler éventuellement des choses qui le concernent. Bon, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'ils ont quitté le gouvernement et aujourd'hui, ils sont supposés être de nouveau, nés de nouveau, enfin, être de nouveau opposants. Bon, ce qui est un peu discutable parce qu'en vérité, vous avez servi 20 ans, 28 ans pour Bello, le gouvernement, et aujourd'hui, le soleil s'est levé, vous êtes de nouveau opposant. Peut-être. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il est important qu'il y ait un vrai débat. Les Camerounais ne sont pas dupes, ils savent qui propose quoi, ils savent qui a fait quoi. Nous sommes dans une période de pré-campagne, les idées doivent prévaloir, et les Camerounais doivent être éclairés, et sur les hommes, et sur le programme. Moi, personnellement, je considère que le FSNC, quand ils ont passé 20 ans au pouvoir, parce que M. Chiroma entre au gouvernement en 92 d'abord, jusqu'en 96 comme ministre des Transports. Il y a une période de pratiquement 10 ans de jachère, si j'ose dire, et puis revient en 2009 comme ministre de la Communication, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait quasiment 20 ans. Alors c'est maintenant qu'il se rend compte que M. Biya a failli, que le RDPC n'est plus ce qu'il était. Moi je m'interroge. Donc je pense que les acteurs de l'opposition comme nous devraient être extrêmement vigilants. Oui. Bien sûr, le but c'est de créer le choc de l'alternance, en proposant bien sûr une alternative, mais en vérité, on doit savoir avec qui on chemine. Je ne parle même pas du président Bello qui a passé quasiment 30 ans au gouvernement en servant le programme du RDPC incarné par le président Paul Biya. Tout à fait normal. Mais je dis que aujourd'hui, quand les gens se font des illusions du candidat unique,
Moi, je m'inquiète parce qu'en vérité, dans ce Cameroun que nous connaissons, on connaît les trahisons. Bon, évidemment, ce qui s'est passé hier n'est pas forcément ce qui peut se passer aujourd'hui, mais en tout cas, le passé nous permet quand même d'être très vigilants. Quant à l'avenir, on y reviendra à coup sûr. Fadimatou Pambé, alors une information récente quant au RDPC sur hautes instructions du chef de l'État, le ministre d'État SGPR, Ferdinand Ngongo, qui entame des rencontres avec le gouvernement et les parlementaires des 10 régions. On parle du RDPC qui affûte ainsi ses armes. Mais à côté, d'aucuns disent que le RDPC n'est plus réellement détenteur de sa flamme, mais plutôt sur la flamme. Est-ce que le RDPC est en surchauffe? Pas du tout. Nous n'allons pas nous attarder sur ce que les vendeurs d'illusions peuvent proposer aux gens. Je suis désolée. Le RDPC est et reste en forme. Nous préservons la stabilité dans la paix et le progrès social. Et ça, c'est important. Vous savez, la politique, tant qu'elle ne met pas une confusion, elle n'est pas une vraie politique. Il faut d'abord qu'elle nous propose une confusion. Et cette confusion, et nous la voyons si bien avec nos amis d'en face qui hier étaient nos amis d'à côté. Alors, nous sommes bien parés pour aller aux élections. En plus, c'est normal. Une politique n'est jamais stable. Elle n'est pas stable. Les alliances peuvent changer et selon les intérêts de chaque acteur politique. Donc, nous considérons ça comme l'effet de la démocratie. Mais nous n'oublions pas qu'un adversaire reste un adversaire. C'est pourquoi le RDPC, derrière ses membres parlementaires et autres, ont voulu bien se retrouver pour pouvoir réarmer les troupes. Aller en, comment on va dire ça, en groupement. Parce que on ne sait pas ce que... on ne connaît pas... on n'a pas une bonne visibilité de la chose. Il faudrait bien que les gens d'en face aussi se mettent... On ne sait pas quelles sont leurs idées et autres. Nous aussi, nous devions redistribuer les cartes. Et en redistribuant les cartes, nous sommes tenus de faire attention. Il faut déjà conserver nos acquis. C'est très important. De faire attention ou de faire plus attention? De faire attention, pas plus attention, et il n'y a rien, il n'y a pas de feu. La flamme, c'est du côté du RDPC, c'est non en face. Nous avons déjà notre électorat. Nous devons nous rassurer que nous les conservons, et c'est tout à fait normal, légitime pour nous-mêmes, je dirais. Le RDPC, vous savez, la démocratie, c'est pas une question de communauté. La démocratie n'est pas une question de communauté. La démocratie, c'est une question de gouvernance. Et on ne saurait dire qu'on veut gouverner avec une communauté. Non, on gouverne avec tout le monde. Et le RDPC a déjà ses bases un peu partout dans le Cameroun. Si ce n'est dire peut-être partout dans le Cameroun. Parce que nous sommes représentés dans toutes les 10 régions. Et le Grand Nord, qui est le bastion du RDPC, aujourd'hui, reste soudé derrière le président de la République, qui est le président national du RDPC. Comme quoi, tout va bien au RDPC? Tout va bien. Nous préparons sereinement les prochaines élections. Léonide Foum, on parle également de l'UNDP qui fait l'actualité, qui continue de faire l'actualité. Il faut dire qu'on parle des tractations. L'UNDP qui se dit ouvert à toute alliance pour pouvoir avoir un candidat de l'opposition unique. Comment est-ce qu'on se prépare au sein de l'UNDP? Oui, j'ai d'abord envie de dire que appartenir à l'opposition n'est pas un métier. Et il ne faut pas qu'au Cameroun, on en fasse un métier. Tout comme appartenir à un gouvernement dans une perspective républicaine n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie honteuse. Et d'ailleurs, si nous prenons un pays comme la France, où nous calquons un peu nos institutions, notamment la fameuse 5e République en France, il vous souvient que Giscard d'Estaing, avant d'arriver au pouvoir, a appartenu à des gouvernements. Pour ne prendre que François Mitterrand, pareil. Jacques Chirac a été Premier ministre et il a appartenu à moult gouvernements en France. Je dirais la même chose de Sarkozy et plus récemment de Macron qui était dans le parti socialiste, qui était dans le gouvernement
avant d'aller former le mouvement En Marche. Et plus à côté de nous au Sénégal, vous avez pratiquement la même expérience. C'est ici au Cameroun qu'on pense qu'être dans un parti d'opposition ou bien d'être à l'opposition est un métier. Et on ne regarde que ça, non. Non, il faut de la dynamique dans la vie. Et moi, j'appelle les uns et les autres à savoir qu'on peut servir le Cameroun partout où on se trouve dès qu'on le fait avec honnêteté et conviction, comme le président Bello l'a fait. Et là, qu'est-ce que moi je voudrais dire par rapport à votre question? Vous parlez des alliances, mais il me plaît d'abord particulièrement de revenir sur les motivations du président Bello. Pour qu'est-ce qui l'engage pour qu'il entre en campagne? Ça, c'est dans le jeu, ça c'est très important. Alors, ce qui l'engage, et le RDPC doit répondre à ces questions-là qui, de mon point de vue, de notre point de vue, sont fondamentales. Le président de la République, première question, est-il encore en capacité de gouverner? Pour les Camerounais, les gens du RDPC vous disent oui, il est en capacité de gouverner, oui, il est en capacité de gouverner. Mais les citoyens ne le voient plus. Ça, c'est un fait. Deuxième question, et qui engage l'avenir de notre nation, à laquelle ils ne répondent pas, c'est, mais bon Dieu, lorsque vous avez tenu les rênes du pouvoir à un niveau tel celui où vous l'avez tenu là, vous avez préparé qui pour pouvoir assumer le passage lorsque vous ne serez plus? Au-delà de ces questionnements, Léonide Mfoum, si vous parliez plutôt de ce que propose l'UNDP. Mais j'allais en venir. Bien sûr, j'allais en venir. Allons donc droit au but. Le temps est parti pour ce programme. La loge est alors, ce que nous proposent nos vis-à-vis d'en face, et qui sont des héritiers d'Aïdjo comme nous, c'est l'impasse. Parce que lorsque vous ne répondez pas à ces deux questions, c'est l'impasse. C'est pour cela que le président Bello s'élève par devoir et par responsabilité. Je rappelle que le président Aïdjo avait deux grands héritiers à qui il a laissé ce Cameroun. C'est le président Paul Biya et le ministre Bello Bouba Maïgari. Voilà ces deux héritiers. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que face à l'impasse, hein, c'est une impasse ça. On ne sait pas, le président n'est plus en capacité de gouverner. Des gens viennent quand même vous dire sur des plateaux qu'il est encore candidat. Oh, vous ne le voyez plus. Il y a des forats qui se passent au palais de l'unité. Vous ne le voyez pas. Hein? Ça, donc, et puis, dans son camp, qu'est-ce qui émerge pour pouvoir dire qu'il sera en capacité de prendre le pouvoir? Mais vous ne voyez personne. C'est pour cela que je vous disais que notre programme, c'est quoi? C'est que le Cameroun ne doit pas être abandonné à l'impasse. Il est du devoir des héritiers d'Aïdjo, et Bello en est un, de reprendre la main sur une situation qui semble échapper. Notre pays a besoin de perspectives, notre pays a besoin de tracer son avenir, et pas une impasse, pas un cul-de-sac. Voilà pourquoi le président Bello s'élève. Il s'élève aussi par responsabilité. Responsabilité parce que tout autour de Paul Biya, des gens le voient chanter des louanges, ont même déjà fait de lui un totem. Donc lui qui est en capacité de relever ce pays, s'élève pour dire que le développement économique, le progrès social de ce pays, nous devons le poursuivre, nous devons lui redonner de l'entrain et de nouvelles bases, l'emploi des jeunes qui est une préoccupation forte, nous devons lui... Parce que, et je vais chuter, je vais chuter par là, lorsqu'Aïdjo nous laisse ce pays, le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire. Biya nous a promis deux choses, la démocratie et la prospérité. Donc nous attendons encore par rapport à ces deux choses-là. Et vu la situation qui se présente, c'est-à-dire cette impasse-là, le président Bello dit non, proposons une autre voie au Cameroun, et c'est cette voie-là qu'il vient proposer, une voie de prospérité, de réussite, mais de reliance aussi du cycle social qui est délité par des crises. Du jeu politique au Cameroun, est-ce plus un jeu de personnes ou un jeu de programmes concrets? Parce qu'entre-temps, en face, il y a le peuple qui regarde et qui se sent parfois perdu, des intérêts personnels ou alors la cause du peuple. À ce qui concerne le PC-PDC, Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la constitution, le Cameroun, riche de sa diversité culturelle et son potentiel humain, se trouve dans une période
très charnière de son histoire, parce que nous avons été longtemps dirigés par la majorité républicaine, aujourd'hui RDPC et ses alliés, qui, notre fois, nous prenons acte de la désolidarisation des partis satellites qui avaient fait des alliances avec le RDPC. Dans notre vision, nous pensons également que le Cameroun est à repenser dans son modèle de développement, dans son modèle politique, dans son modèle culturel, pour permettre à ce que des jeunes générations qui viendront après nous sachent que ceux qui les ont précédés ont fait un beau travail. Je voudrais revenir sur les alliances RDPC et UNDP. Vous savez que, contrairement à ce qu'on nous dit ici, parce que peut-être c'est parce qu'aujourd'hui, l'autre, peut-être que, comme je disais quelque part, que c'est, je ne sais pas à quel niveau on se trouve, ou c'est le divorce, ou c'est la conciliation, c'est un mariage. Vous savez qu'en 1992, c'est grâce à l'UNDP, il faut le reconnaître, que le RDPC avait eu une porte de sortie dans cette élection qui était qui avait tellement pris de l'ampleur, parce qu'on avait de l'autre côté le SDF. Et l'UNDP a sacrifié quand même beaucoup de temps avec le RDPC. Cependant, une question se pose, parce que vous avez essayé de l'étouffer. Lorsque deux personnes s'associent, il y a un accord. Est-ce que les accords ont été respectés? J'ai pris la peine d'essayer de suivre attentivement les motivations de l'UNDP, dans la mesure où ils avaient proposé beaucoup de choses. Ils demandaient par exemple au gouvernement camerounais de la réforme du système électoral. Ils demandaient au gouvernement de faire la politique de l'emploi une politique qui devrait bénéficier à tous les Camerounais. Il y avait beaucoup de choses qui étaient à l'ordre du jour, mais ça n'a pas été respecté. Lorsque vous faites un parcours de 43 km, un parcours de 20 km, un parcours de 10 km, un parcours de 1 km, lorsque vous arrivez à la destination, vous vous posez la question, quel a été le bilan? Nous disons que le bilan est catastrophique. Ce n'est pas bon sur tous les plans et nous devons le reconnaître. C'est la raison pour laquelle l'élection à venir, bien que les uns et les autres cherchent à mobiliser les troupes pour se départir en ce qui concerne le marché politique actuel, nous pensons que nous au PCPDC, que ce soit l'UNDP, que ce soit le RDPC, qu'on permette à ce que dans les prochaines élections qui sont à venir, que l'alternance se passe de manière pacifique. Et qui n'oublient pas qu'ils sont tous comptables du bilan que nous avons sur la table aujourd'hui. Au-delà des désolidarisations, au-delà des désolidarisations. Comptables. D'accord. Arthur Ekouto, analyste des questions politiques et stratégiques. La scène politique au Cameroun, votre regard, on parle d'un enjeu du côté du Grand Nord, un enjeu électoral assez important. Votre regard? Oui, je pense que la période préélectorale est toujours une période qui cristallise beaucoup d'énergie et d'attention. Et nous le vivons, nous sommes en plein cœur justement de cette période préélectorale avec des acteurs qui expriment leur rationalité par rapport aux défis de la présidentielle à venir. Les démissions des ministres Bello Bouba et Issa Tiroma nous parlent. Ces démissions nous parlent dans le sens où nous attendons toujours de savoir
Leur sortie du RDPC. Voilà, nous attendons toujours de savoir si le chef de l'État sera candidat à la prochaine présidentielle. Lui-même, il avait laissé planer un doute sur la question lorsque interviewé par un journaliste, je crois une journaliste française, au cours de la visite de M. Hollande au Cameroun, qui avait fait savoir qu'il nous dira au moment opportun s'il va continuer ou alors il rentrera au village. Alors, nous pouvons donc revenir sur ces propos du chef de l'État au moment où nous assistons effectivement à cette vague de démissions pour questionner les rationalités des acteurs. Pourquoi ces acteurs ne l'ont pas fait un peu plus tôt? Pourquoi en même temps ces démissions se font par vague, comme s'il y avait une sorte de concertation? Et voilà, est-ce que les ambitions réelles des démissionnaires sont effectivement de conquérir le pouvoir à l'âge de M. Bello Bouba ou à l'âge de M. Issa Tiroma? Je ne pense pas qu'en réglant le problème de l'âge du chef de l'État, qu'on soit sorti de là, si nous avons pour candidat M. Bello Bouba ou alors M. Issa Tiroma, qui sont également des personnes assez âgées. Alors, nous demandons donc quelles sont les rationalités ou les motivations réelles de ces deux figures emblématiques de la politique au Cameroun. Alors, nous allons également rentrer dans quelques révélations, quelques révélations qui ont été faites un peu plus tôt. Je pense ici à Wikileaks, si vous avez souvenance des révélations qui avaient été faites sur les propos du défunt ministre Amadou Ali, qui disait que tant que le président de la République sera candidat à la présidentielle, le Grand Nord sera derrière lui. Monsieur Issa Tiroma, dans une émission, dans une chaîne concurrente, et qui passe en boucle dans les réseaux sociaux, le rappelait fort opportunément que tant que le président de la République, Paul Biya, sera candidat, il sera derrière lui. Alors on peut donc se demander qu'est-ce qui, à quelques jours de la convocation... Non, mais je vous ai donné les raisons. Et, il est où? Où est-il? Si vous permettez... Oui, je vous ai donné les raisons. On vous a écouté religieusement tout à l'heure. Alors, donc on peut se poser la question de savoir pourquoi, à quelques jours de la convocation du corps électoral, M. Tiroma découvre subitement que le président est devenu inaccessible ou alors qu'il a disparu de la scène politique. Et nous pensons effectivement qu'il y a peut-être matière à se demander si ce qui avait fondé l'Alliance au départ n'a pas été remis en question, et si le soutien que le Grand Nord a décidé d'accorder au chef de l'État et qui aujourd'hui décide de lui retirer, n'est pas peut-être tributaire d'une confidence que le président de la République aurait fait à ces deux grandes figures, c'est-à-dire qu'il ne se représenterait plus à la prochaine présidentielle. Donc, autant de questions, et nous observerons avec les prochaines étapes. Autant de questions, ça il faut le dire également au sein de l'opinion publique. Célestin N'Djamène, qu'en est-il finalement concrètement de la crédibilité de toutes ces formations politiques? Est-ce qu'on y pense? C'est une excellente question. Parce que personnellement, je ne crois pas qu'on puisse être opposant le lundi, membre du gouvernement mardi, et de nouveau opposant mercredi. Et on prétend venir sauver l'opposition alors qu'on avait le pouvoir pendant 20, 28 voire 30 ans. Vous avez le pouvoir pendant pratiquement 30 ans. Vous n'avez pas pu sauver le pays. Maintenant, ayant rompu, ayant même trahi le président Paul Biya, c'est comme ça que l'RDP6 le considère, vous prétendez venir vouloir sauver l'opposition. C'est une insulte, excusez du peu, à l'intelligence des Camerounais. Je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais doivent retrouver de la mémoire, si on l'avait perdu. Parce que très franchement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens veulent remplacer le président Paul Biya. Ils ne veulent pas forcément le changement. Remplacer, ce n'est pas mauvais en soi.
Ils veulent le remplacement, surtout, ils ne veulent pas le changement. Moi, quand je parle d'alternance, je voudrais parler surtout d'alternative. Parce qu'aujourd'hui, il est question de rupture avec un système, aujourd'hui, de 42 ans de pouvoir, qui ne nous a pas donné satisfaction, il faut bien le dire. Donc, on parle de rupture et de refonder les structures de l'État, les structures économiques et industrielles. Quand vous voyez M. Chiroma, M. Belobouba, qui a déjà 78 ans quand même, il n'est pas tout jeune non plus. Et quand on parle d'incapacité, alors il faut bien dire que si M. Biya est incapable, Belobouba au moins le serait aussi. Sauf à établir par un médecin l'incapacité demandée par la Constitution. Cela dit, moi je pense très sincèrement que l'opposition doit être responsable. Il ne faut pas rêver du mirage du candidat unique. Ça n'a jamais existé au Cameroun. Belobouba, en 92, était candidat contre Frondi. Parce que je rappelle qu'il y avait une forte opposition qui s'est ralliée derrière la candidature de M. Nidjon Frondi. Or, M. Ekindi et M. Belou, M. Emaotou ont fait contrebande et sont allés être candidats de leur côté. Il avait déjà trahi à l'époque. Donc aujourd'hui, l'opposition doit savoir prendre ses responsabilités. Les vrais opposants doivent se dire, qu'est-ce qu'il faut en réalité? Le RDPC a-t-il... C'est vous qui donnez des licences d'opposants? Je n'ai pas une licence. Non, mais donnez-nous les licences. Oui, Je vous êtes opposant. Et à mon... Vous êtes opposant. Ça veut dire quoi opposant? Mais je veux donc savoir, vous donnez des licences d'opposants, puisque vous dites que Bello n'est pas opposant. Oui, puisqu'il a passé 30 ans. Donc vous êtes opposant. Permettez. Vous êtes opposant. Je n'ai jamais été au gouvernement. Donc ça fait de vous un opposant. Parce que vous n'avez jamais été au gouvernement. La vision du président national. Soyez sérieux. Permettez. Monsieur. Soyez sérieux. Nous sommes sérieux sur ce plateau. Vous parlez d'interruption, laissez-moi parler. Écoutons. Quelqu'un qui a été au gouvernement, pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, pendant presque 30 ans. Ça veut dire qu'il était obligé d'être solidaire avec la vision du président de la République. C'est obligatoire. Et maintenant, vous découvrez la Lune. Vous découvrez qu'il y a un fil à couper du beurre, que l'eau tiède existe. Non. Soyons sérieux. A été au gouvernement. Soyons sérieux. Macky Sall a été au gouvernement. François Mitterrand a été au gouvernement de De Gaulle. François Mitterrand a été au gouvernement de De Gaulle. Ce n'est pas une maladie. C'est pas un métier d'être opposant. Ce n'est pas une maladie à appartenir au gouvernement. Permettez, je termine. Oui, on n'a pas dit que l'opposition est un métier. Mais vous en faites. Vous en faites. Je dis simplement que quand on accepte de partager majorité avec le président de la République, vous êtes obligé d'être solidaire. Mais vous pouvez reprendre votre liberté. Non, vous pouvez la reprendre. C'est pas interdit. Alors, mais ne venez pas duper les gens. Duper les gens. On peut vous duper. Ce que on n'a pas fait pendant 30 ans, vous le faites dans l'opposition. Jamais. Vous ne donnez pas de licence de président. Ce n'est pas une licence. Je termine en disant ceci. Aujourd'hui, moi je tiens compte du contexte sociopolitique du Cameroun. Ne rêvez même pas d'un candidat unique. À la limite, d'un candidat d'union de l'opposition. Peut-être. Mais dans ce Cameroun que je connais, il est impossible d'avoir un candidat unique. Et d'ailleurs, quand vous regardez de 92, en dehors de 92, où les scores étaient très serrés, président Biya 39%, Nidjon Frondi 36%. Encore que certains disent que Frondi avait gagné. Bon, ça c'est l'histoire. Maintenant, à partir de 97, jusqu'en 2018, les scores de tous les opposants à M. Biya, c'est pas plus de 26%. Regardez bien, c'est pas plus. Donc ça veut dire, et en 97, c'était vraiment le pompon, M. Obélin est deuxième avec 2%. 2%. C'est pour vous dire. Donc aujourd'hui, il faut aller vers les populations, leur expliquer pourquoi, aujourd'hui, nous devons démocratiquement faire écarter le système RDPC. Mais il faut convaincre la population, et bien sûr, dans les bureaux de vote, surveiller les votes, parce qu'il y a toujours, quoi qu'on dise, la fraude électorale, et le code électoral est toujours mauvais. Fadimatou Bappé, votre regard de l'opposition. Oui. Voilà. Tout à l'heure, j'ai suivi mon voisin dire il faudrait remettre l'exploitation de notre sous-sol aux étrangers. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je suis encore là. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai eu du mal. Je dis que ce n'est pas ce que j'ai dit. Tout simplement. Je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc ne m'accusez pas. Dites ce que vous voulez dire. D'accord. Oui, en quelque sorte, c'est ça. Non. Vous avez travesti ma pensée. Si la population ne peut pas, il faudrait que
les investisseurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit, pour madame. Que le Cameroun plus, c'est ça en fait. Permettons à Léonie de Fadima Tombouctou, on va revenir. C'est pas ce que j'ai dit. Fadima Tombouctou, permettons de rétablir dit. quand même pour se comprendre, aller dans le sens qui est. Il va nous dire ce qu'il aura dit. Sa pensée n'a pas été concrètement. Non, répondez à la question qu'on vous a posée, ne reprenez pas. Elle partait sur la base de ce qu'elle aura compris de vos propos. Voilà, moi je dis, notre économie a besoin d'être libéralisée. Et l'extérieur, à travers la coopération, qui a les moyens et techniques et financiers, peut nous y aider. C'est tout ce que je dis. D'accord. En respectant la loi. Oui, voilà. En respectant la loi en vigueur. Voilà. Fadima Tombouctou a la parole. Voilà ce qu'il a dit. Il a juste arrangé, c'était pas ça au départ. Et ça, c'est parce qu'il sait que je vais l'allumer là-dessus. Voilà des gens qui pensent que il faut toujours l'extérieur pour venir nous gérer. Et Non, ça, c'est toi qui penses, c'est pas moi. Et ça, qui ce soit à l'extérieur, s'il vous plaît, laissez-moi nous. parler. On va permettre à Fadima tout Mais il ne faut pas qu'elle s'appuie sur moi. Non. Qu'elle réponde à votre question et qu'elle ne travestisse pas mes propos. Sinon, je vais intervenir. Je suis dans un débat et c'est ça. Ne travestissez pas mes propos. Non. Donc, je suis désolée. Donc, voilà des gens qui pensent que il faut toujours s'agripper à l'extérieur pour pouvoir se développer. Quel genre? Et je suis désolée. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'UNDP, qu'est-ce que le FSNC nous propose? Voilà deux personnes, deux membres du gouvernement qui ont été au gouvernement pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans et que quelqu'un vienne me dire qu'il n'y a pas de formation professionnelle. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de salle de classe. Je suis vraiment désolée. Moi, en tant que natif du Grand Nord, voilà des gens qui sont restés à ne rien faire. Ils sont passés de ministère en ministère et je n'ai pas vu cet impact dans le Grand Nord. Encore moins dans le Cameroun. Je parle du Grand Nord puisque aujourd'hui, on s'appuie sur le Grand Nord pour l'électorat. Alors, je suis désolée. Il faudrait déjà que chacun vienne faire le bilan. Toute élite vienne d'abord faire son bilan. Qu'est-ce que j'ai fait pour la population? La population est là. Puisqu'on dit que c'est l'appel du peuple, maintenant c'est le peuple qui demande le bilan. Le peuple qui demande. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur une table, manger, vous empiffrer pendant des années et venir nous dire à la fin que le réveil du peuple. Quel réveil du peuple? Le réveil du peuple, oui, nous sommes d'accord, mais pas par vous. Pas par vous parce que vous n'êtes pas un exemple. Et je le redis encore en tant que natif du Nord. Je ne le dis pas en tant que... Moi, j'ai vécu. Je sais ce que les gens vivent au Nord. Et je sais ce qu'ils pouvaient faire pour dire que nous, à notre niveau, ce n'était pas nous qui dirigeons, mais à notre niveau, nous avons pu faire ça. Nous avons pu faire ci. C'est ça que j'attends d'eux. Qu'ils me disent, voilà quelqu'un qui s'est baladé dans le gouvernement pendant 40 ans. Je ne sais pas ce qu'il a fait au Nord. Je ne sais pas quelle innovation il a apporté au Nord. Je suis désolée d'être dure, mais je le dis ainsi. Je ne sais pas. Pendant 40 ans. Et ça fait mal quand on pense que les jeunes du Nord, les populations du Nord ne voient pas, ne vivent pas. Moi, ça me fait mal. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on soit clair. Il ne faudrait pas remettre la gestion de notre pays à ces gens-là parce qu'ils vont faire la continuité de ce qu'ils ont commencé. Léonide Fouma. Oui, moi, vraiment, il y a trop de quiproquos et d'amalgames que des gens débitent sur ce plateau et qu'ils me pardonnent. Si c'est la remarque qu'ils avaient faite, ils sont du parti au pouvoir, que ces ministres étaient des bidons, des vauriens. Pourquoi ne sont-ils pas allés voir leur président? Puisque la Constitution est claire, hein, c'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation. Et c'est lui qui nomme les ministres. Donc les ministres lui sont assujettis. C'est lui aussi par ailleurs qui note les ministres et non le peuple. Bon, s'il se rend compte que des ministres travaillent suivant la vision qu'il est dictée et qu'il s'en satisfait, qu'il ne les renvoie pas. Moi, que Fadima Tombouctou vienne me dire le contraire, je suis dépassé, hein, vraiment je suis dépassé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de licence. Personne ne donne une licence d'opposant ou bien une volonté à un individu de vouloir gérer le Cameroun. La décision lui appartient d'abord, premièrement. Elle appartient au parti dans lequel il se situe, parce que le parti peut bien l'appeler à diriger un pays et lui, il n'y voit pas d'intérêt. Et donc, il ne répond pas favorablement à l'appel du parti. L'autre chose que j'avais très rapidement envie de balayer, c'est que
nous sommes quand même un pays terrible. C'est aujourd'hui qu'on veut les jeunes au pouvoir. Moi, je suis dépassé par... Mais dites-vous bien que nous satisfaisons de notre candidat, le candidat Margari Bello Bouba, qui est tout chic, tout genre, bon pied, bon nez, il tient debout. Donc, vous devez le savoir. Et si vous voulez changer de candidat, mettre un plus jeune, allez faire ça dans le RDPC, ça ne nous gêne pas. C'est votre parti là-bas. Et donc, lorsque je l'ai dit, nous sommes quand même au courant que les concertations qui se dérouleraient, je dis qu'il tient la route. Je ne suis pas en train de dire qu'il est jeune. Voilà. Il tient la route. Il tient la route. Lui, on le voit quand même. Moi, j'ai envie de voir votre candidat Paul Biya aussi. Je veux le voir. Je ne le vois pas. Il n'a même pas dit qu'il était candidat. Mais vous, ici, vous le soutenez. Donc, je le soutiens. Oui, vous le soutenez. Je suis candidat déclaré. Vous le soutenez. Et donc, je suis candidat. Et donc, je ne peux pas le soutenir. C'est logique. Et puis vous dites donc que c'est mieux qu'il soit là. C'est ce que vous avez dit ici. Vous déformez comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Fatimatou. Voilà, mais précisez vos propos. Je dis simplement ceci. Oui. Vous parlez d'incapacité. Oui. Il a quand même 78 ans, c'est ce que j'ai dit. Oui. Et c'est pas tout jeune non plus. Il a quel âge qui Monsieur Bello. Mais vous le voyez. Trump n'est pas très loin de cet âge. Non, la question n'est pas là. Trump n'est pas très loin. Non, alors, monsieur Djamel. Le problème, c'est pas l'incapacité. Vous voyez ce que vous faites là. Ce n'est pas l'incapacité de monsieur Paul Biya. Si son bilan était accepté par une majorité des Camerounais, je crois qu'il aurait eu 100 ans. Voilà. On n'aurait pas dit tout ce qu'on dit aujourd'hui. La question, c'est que 42 ans après, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ce qu'il fait. Voilà ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez ce que Djamel fait. Votre logique d'incapacité, appliquez-le aussi à votre... Alors, j'allais dire la mesure la plus forte de cette incapacité-là a été donnée par quelqu'un qui appartenait à son gouvernement et qui s'est exprimé. C'est le ministre Tiroma. Vous n'avez jamais été dans un gouvernement? Non. Le ministre Tiroma, si. Lui vous dit que ça... Oui, lui vous dit que ça fait 5 ans qu'il ne parvient plus à le rencontrer. Vous doutez de ça? Désolée. Vous doutez de ça? J'étais avec M. Tiroma au palais. Tu ne peux pas le dire. J'étais avec M. Tiroma au palais lors du 20 mai. Vous voulez parler à moi quand moi aussi je parle et quand moi aussi je voulais parler à votre vous allez me permettre de chuter. Vous allez me permettre de chuter. Avec ce monsieur le 20 mai, l'horloge de la contrôle. Voilà, lors de la célébration du 20 mai, la célébration du 20 mai, il a échangé avec le président. Et il ne peut pas dire qu'il n'a pas rencontré le président. On était là face à face. Ça nous intéresse pas. Voilà. Ça nous intéresse pas. Alors, c'est votre deal avec le RDPC, ça nous intéresse pas. Donc, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Ce que les gens, ce que des gens racontent sur... un bilan positif pour les populations. C'est moi qui parle. Laissez-moi donc... Le président de la République. Donc, c'est pour ça qu'il a quitté le gouvernement. On l'aura compris. Parce qu'il ne rencontrait pas le président. S'il vous plaît, permettez à Léonide de poser des mots. C'est pas parce qu'il est en rupture, c'est parce que le président ne lui a pas donné. Permettez-moi aussi de poser un mot. Voilà, alors, ce que les gens racontent sur ce plateau est tout à fait ahurissant, mais je les comprends. Dites-nous donc ce qui est droit au but, le temps à capitaliser. Oui, alors, quand des responsables s'asseyent, au moins aux États-Unis, quand Biden n'avait pas été au fait de sa responsabilité, son appareil tout au moins lui a dit que tu ne peux pas. Mais ici au Cameroun, devant des évidences, il y a des gens qui veulent vous convaincre que non, c'est vrai, vous racontez des histoires. Et moi, je suis en train de dire que le président Bello, en tant que co-héritier, puisque c'est à Biya et à Bello que Ahidjo a laissé ce pays, a pris ses responsabilités. Pourquoi Bello? Parce que c'est un fait. On ne discute pas des faits. Donc, on ne peut pas citer Bello de l'appareil. Vous allez dire ce que vous voulez dire. Je dis ce que je peux dire. Vous allez dire et Charles Assalé et monsieur Aïssim Bondo. Donc, je suis en train de dire que le président parce qu'on va pas vous êtes un opposant, vous en avez fait un métier. Léonide Donfo. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on gère les affaires. On vous parle des affaires de l'État. Vous venez discuter. Vous êtes un opposant, vous en avez fait un métier. Moi, je vous parle de la République et des affaires de la République dont vous êtes exclus. Vous ne savez pas ce qui se passe. Alors, donc, la responsabilité fait que Bello a décidé aujourd'hui
Bello n'est pas le candidat du Nord. Il faut que, non, il faut que Madame Pabé enlève ça de la tête. Bello est candidat à l'élection présidentielle du pays. Voilà, ne le confondez pas, non. Ne confondez pas, non. Et moi, devant la démence des membres du RDPC qui refusent de voir la réalité, j'appelle les populations du Sud, du Grand Sud en général, à voter Bello parce qu'il donne un cap. Ici, ce n'est pas le lieu. Organisez vos campagnes. Oui, j'ai dit. Voilà, il donne un cap au pays. Il donne un cap au pays. Voilà. Ce n'est pas. Bello ne se présente pas à l'élection du Grand Nord. Il se présente à l'élection du Cameroun. Voilà. Benjamin Bala. Oui, justement, je vous ai parlé ici d'un mariage. Vous comprenez comment ça se passe, mais nous pensons que les problèmes de couple doivent se régler en dehors des gens. Parce que si on a déjà un problème dans un couple, on dit souvent que le troisième doit, c'est un problème. Donc mieux vaut qu'ils aillent se concerter ailleurs pour se relancer. On comprend. Selon vous, le couple, c'est seulement en séparation de corps? Non, pour le moment, nous, on pense que le couple fait la théâtralisation. Ah, d'accord. Le couple est dans la théâtralisation. Vous savez, notre analyse est froide. Le RDPC, par exemple, tout en entretenant une façade démocratique, fonctionne en vase clos. Parce que, imaginez-vous, la question de la représentation du chef de l'État actuel. C'est vrai, la Constitution ne pose pas un problème d'âge. Vous comprenez? Mais comment comprendre que jusqu'à présent, le RDPC est sans congrès après 2016. Vous voyez qu'il y a là un problème de leadership qui est figé et sans vision. Je prends l'UNDP et le FSNC. Voilà. Oui. Maintenant qu'ils se positionnent davantage comme des partis satellites du pouvoir que des alternatives politiques. Ce sont des partis que nous pensons que sont des partis de coopération passive et non des partis de transformation. Vous pouvez voir le spectacle que nous venons de vivre tout à l'heure. C'est tout simplement un imbroglio qui ne servent pas aux Camerounais. Parce que présentement, les Camerounais ne rêvent plus. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. C'est comme ça les Camerounais présentement. Donc, le véritable maintenant enjeu est dans le champ politique que, c'est-à-dire par la peur du clientélisme, par le clientélisme et le verrouillage institutionnel. Tout à l'heure, personne ne pose des problèmes des inscriptions sur les listes électorales. Personne ne pose des problèmes sur la publication nationale du fichier national. Sans compter tous les autres problèmes qui émaillent dans ce sens. Puisque l'élection, c'est la rencontre entre l'électeur et son candidat. Si ces problèmes-là ne sont pas réglés, comment nous allons nous en sortir dans ce genre d'imbroglio? Donc notre proposition, c'est quoi? C'est qu'en 2025, le choix n'est plus entre les partis anciens domestiqués par le régime. Sauf que le choix entre la résignation systémique et l'émergence d'un projet républicain audacieux refondateur que le PCPDC propose, ce qui n'est pas une candidature d'apparat, mais c'est une offre pacifique et méthodique articulée autour d'un citoyen intégral. D'accord, finalement, chacun qui prêche pour ça. J'appelle Arthur Ekoutou. Entre-temps, l'électorat, que doit comprendre l'électeur? Eh bien, je pense que les électeurs devraient être assez matures. Moi, de mon point de vue, l'actualité à laquelle nous assistons ne me fonde pas à penser franchement que M. Bello Bouba ou M. Issa Tiroma sont convaincus qu'ils peuvent gagner l'élection présidentielle. Je ne le pense pas, parce que quand on essaye d'enquêter... Vous avez échangé avec eux? Analyse tout simplement, Léonide, permettons quand même. C'est une analyse qui se fonde sur certains indicateurs. Non. Alors, quand vous essayez d'analyser la situation de terrain, l'implantation géographique
la représentation géographique des partis de ses responsables, très honnêtement, personne ne peut croire que M. Issa Chiroma ou M. Bello Bouba ont l'ambition de gagner la présidence. Nous, on va gagner. Hein. Alors, on va gagner. Nous sommes beaucoup plus, comme je l'ai dit, dans une sorte de communication. Donc, leurs actes relèvent beaucoup plus d'une forme de communication politique. Après l'avoir dit, je pense que les électeurs qui soient du Grand Nord, je ne pense pas que les électeurs aujourd'hui pensent véritablement connaître l'offre politique de ces deux partis, UNDP et FSNC. Voilà. Donc, je vais vous aider à FSNC. Voilà, merci. Issa Chiroma. Là, ça passe. Merci. D'accord. Alors, je ne pense pas que les électeurs soient au courant de l'existence de ces personnalités en tant qu'hommes politiques de l'opposition. Ce sont des personnalités qui sont assimilées effectivement à la figure du président de la République, Paul Biya. Et ce n'est pas en une semaine ou en 2 semaines que cette image, cette représentation sera effacée. Donc, très sincèrement, nous pensons que l'électeur n'aura pas beaucoup de difficultés à se positionner. Alors, c'est juste une analyse. La crédibilité en question, s'il fallait poser des chiffres, un pourcentage de crédibilité de l'un et de l'autre. Ben écoutez, moi je ne donne pas 1% hein, de crédibilité. Ne donnez pas 1% carrément. Je ne donne pas 1%. Il va prendre sa carte du parti, du parti que je connais là. Il va prendre sa carte. Ah non. Ben, vous voyez, il y a quand même un aspect fondamental de la question et de l'actualité. C'était les consultations politiques qui ont eu lieu au cours de cette semaine et de la semaine précédente. Alors, nous pensons effectivement que, contrairement à ce qu'a dit Mme Fadimatou, la vague de démissions là est un coup dur. Quoi qu'on dise, c'est un coup dur pour le parti au pouvoir, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique et de la communication politique. Donc, le message qui transparaît à partir de cette vague de démissions, c'est qu'effectivement, tout le monde est en situation d'usure, tout le monde a soif du changement, tout le monde a soif de l'alternance. Et M. Bello et M. Issa viennent donc conforter toute cette catégorie de la population qui pense ainsi. Et le RDPC prend la mesure de cet enjeu et organise donc des consultations politiques qui, ma foi, visait essentiellement le Grand Nord. Mais maintenant, c'est un habillage politique hein, de mon point de vue, d'associer également les autres régions du Cameroun. Mais fondamentalement, moi, je pense que c'était le Grand Nord qui était ciblé par rapport à ces consultations. D'accord, mais rassurez-nous, il s'agit d'un jeu politique en bonne et due forme, pas biaisé, jeu politique en bonne et due forme. Oui, c'est un jeu politique. Je pense que questionnant les rationalités de ces acteurs, effectivement, ce n'est rien d'autre qu'un jeu politique. Alors, c'est ça, Monsieur Arthur, c'est ça, rien de nouveau sous le soleil. En tout cas, voir les membres du gouvernement démissionner au Cameroun, je précise, c'est pas nouveau. Il y a de cela quelques années, nous nous souvenons encore, l'un a tourné le dos au président Biya, il était PM. Et vous savez, qui trahit une fois trahira encore 2 fois. Vous parlez de trahison comment? Rien de nouveau sous le soleil. Et je pense que nous allons juste essayer de remobiliser nos troupes et puis c'est fait. Et d'avancer. La trahison, moi, j'ai un peu mal quand ce mot-là, il est brandi. Trahir qui? Je crois que la seule entité à laquelle tout citoyen doit fidélité, c'est à son pays. Bello est fidèle à son pays et déjà, je trouve que c'est un problème quand quelqu'un le dit. C'est pourquoi c'est un jeu politique. Parce que le seul horizon que le RDPC propose aux Camerounais, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya.
Paul Biya même que vous ne voyez plus. Comme il toi, est devenu pour comme un vous, il n'y a totem. pas de trahison. Oui, la seule fidélité que nous devons. Et vous avez perdu cette fidélité-là. Vous aimez plus Paul Biya que le Cameroun. C'est pour cela que vous ne dites pas la vérité. On vous aura compris, hein. C'est le ça. Jamel, oui. Vous voulez renchérir tout à l'heure. Oui, je pense que ces 3 démissionnaires, parce qu'il y a aussi un secrétaire d'État apparemment qui aurait démissionné du gouvernement, ne sont pas du tout crédibles. Moi, je le dis comme je le pense. Parce que, encore une fois, passer 28 ans dans un gouvernement, appliquer le libéralisme communautaire, qui était la vision du président actuel, ça laisse des traces. Que vous le vouliez ou non, surtout que le motif qu'on fait valoir à ces personnes, c'est qu'ils ne rencontrent pas le président de la République. Franchement, il n'y a pas plus bête comme motif. Il n'y a pas plus bête. Monsieur Djamel, rendez-vous sur le terrain. On va aller en campagne, rendez-vous. Oui, on va sur le sujet. J'ai déjà on vous attend en campagne. J'ai déjà 4 campagnes. On vous attend. Parce que le débat, s'il vous plaît, moi je n'ai pas peur de campagne, j'ai fait déjà 4 campagnes. On va voir. Alors, on va voir ce que vous valez. Ceci. On va voir ce que vous valez. Le débat essentiel, Muriel, devrait tourner autour des programmes politiques. Chez APA, je suis candidat déclaré. Premièrement, pour nous, c'est la couverture maladie universelle. Beaucoup de Camerounais meurent trop jeunes parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ce n'est pas normal dans un pays aussi riche. Deuxièmement, l'éducation des enfants, depuis la maternelle, c'est un programme important pour ne pas assimiler les contrats, les idées qui viennent de l'extérieur. Nous devons nous approprier l'éducation africaine à la Camerounaise. Troisièmement, je pense que l'emploi... C'est une fleur. Il fait des après, vous allez nous permettre. Belle est un candidat très populaire. Vous allez le voir. Très populaire. Belle est très populaire. Oui, troisièmement, c'est une fleur. La télévision républicaine, qui est Candice, télévision que j'apprécie beaucoup. Donc je suis en train de faire une analyse sur les éléments. Ça veut dire que dans le débat, parce que les électeurs ont besoin de ça, de savoir ce que propose M. Tiroma, M. Belbouba et autres. C'est ça qui nous intéresse. D'accord. Moi, je suis programme contre programme. Je souhaite d'ailleurs, parce que vous avez une émission qui s'appelle The Guest, je crois, tribune présidentielle, invitez-nous, candidat contre candidat. Parce que les gens, avant de voter, ont besoin de savoir à quelle source vous allez donc manger. vous exprimer mieux à travers ces espaces-là. Oui, parce que ceux-là qui sont partis du gouvernement, ils ne nous intéressent plus. Ils ont 76, 78 ans. Ceux qui ont fait de l'opposition un métier aussi ne nous intéressent pas. L'opposition n'est pas un métier. L'opposition n'est pas un métier. Vous en avez fait un métier. Aux électeurs, pas au gouvernement. Je termine, pour dire ceci. Il faut vraiment qu'on recentre le débat, qu'on remette l'église au centre du village, pour dire que les Camerounais veulent comprendre. Et je les invite à lire les programmes. On ne lit pas assez les programmes politiques. Voilà. On s'accroche sur des tribus, sur le frère du village. Ce n'est pas normal. Un tour de table sur la thématique. Ce n'est pas normal. C'est une question la même posée à chacun d'entre vous. Finalement, nombreux parlent d'une opposition sans position. Quelques secondes pour donner votre point de vue. Benjamin Balaonambeli. Oui, opposition sans opposition. Sans position. Sans position. Opposition, déjà, ce terme, vous savez, est péjoratif. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans ces programmes, parce qu'il n'y a plus d'éthique en politique. Donc, c'est sa raison pour laquelle que nous proposons une refondation totale de tout le système, concernant surtout principalement l'éducation, pour que les Camerounais puissent avoir une vision de ce qu'ils veulent du Cameroun de demain, et qu'on ait des patriotes qui se présentent pour la magistrature suprême. Fadima Toupapé. Moi, je dirais plutôt opposition sans vision. C'est pas étonnant. Venant de vous. Voilà, comme c'est pas étonnant, je préfère le dire ainsi, opposition sans vision, tout simplement parce que nous voulons voir l'opposition. Mais quelle opposition? Vous demandez qu'on lise les programmes. Quand bien même on lira ces programmes, essayez déjà d'appliquer ce programme-là au niveau du micro-espace. Et ça, on saura que c'est un truc que vous ferez si jamais on vous donne un espace plus grand. Opposition sans vision. Une opposition sans vision pour vous, en besoin de refonder un peu les choses pour Benjamin Bala. Léonide Mfoum,
Non, nous présentons dans l'opposition camerounaise en tant qu'alternative. Nous avons face à nous un système dans son cœur qui est essoufflé, essoré et qui ne présente plus aucune vision ni aucune perspective à notre pays. Le président Bello, en tant qu'héritier dans la construction de l'État du Cameroun, se présente pour être une véritable alternative et permettre aux forces créatrices et novatrices de notre pays de s'exprimer. Et c'est un homme très populaire, contrairement à ce que certains veulent laisser entendre. Nous serons aux élections et nous allons leur en faire la preuve. Célestin Djamel. L'opposition, dans sa majorité, a échoué. À part incarne la nouvelle opposition, basée sur le patriotisme et le réalisme, en combattant avec véhémence le tribalisme, l'esprit régionaliste identitaire. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai apprécié Fadimadou quand il parle que c'est pas une question de Grand Nord. C'est pas une question de ramener le débat sur le Grand Nord, le Grand Sud. Non. Il s'agit d'un programme politique. Quelle est la vision dans les 50 ans qui viennent du Cameroun d'aujourd'hui? Donc, nous voulons incarner, à part incarne la nouvelle opposition, basée sur les valeurs de réalisme et de pragmatisme. Si un ministre demain creuse un forage dans les populations qui n'en avaient pas d'eau depuis 10 ans, je vais applaudir. Parce qu'il s'agit de la politique pragmatique. À quoi servirait-elle si elle ne remplissait pas les conditions d'amélioration, justement, des conditions de vie? Donc, nous sommes l'opposition avec vision et éclairée. À part incarne ça. Ça veut dire que si nous allons vers les gens pour nous voter, pour nous élire, c'est simplement en scandant que je suis Bamileke, je suis Bassa, je suis le Grand Nord, ça ne fonctionne pas. Nous sommes dans une république. La république n'est pas une juxtaposition des tribus. Nous avons souffert. Oumnioba est mort, Aïdjo est mort, Ossena Tamachar Lassel, ils sont morts pour que le Cameroun soit un et indivisible. Et c'est pour ça que je suis fier d'être à Camdis, parce que c'est la télévision de la République. D'accord. Donc il faut aller dans le sens républicaine, voilà. Pas de la République, vous avez raison, républicaine. La nuance, c'est important. Donc c'est pour dire ceci. Et il faut qu'on montre aux Camerounais qu'on ne va pas élire une femme ou un homme en fonction de ses origines. Il faut le marteler depuis la maternelle. C'est pour ça que j'insiste sur le programme éducatif. D'accord. Qu'on affiche les drapeaux vert ou jaune dans toutes les maternelles, dans tous les écoles primaires, collèges, lycées et universités. Voilà. Oui, je pense que moi je ne pourrais pas dire opposition sans position. Je ne pourrais pas le dire. Nous avons intérêt à avoir une alternative. Et je pense qu'il y a des partis qui se positionnent effectivement comme une alternative. Je sais que le contexte et l'environnement sociopolitique n'est pas très favorable à l'opposition, au parti d'opposition, mais nous avons tout de même quelques formations politiques qui se distinguent, comme le MRC ou le PCRN, qui font quand même figure de partis d'opposition, même si on doit reconnaître qu'ils ont beaucoup d'efforts. Ils ont encore beaucoup d'efforts à faire pour effectivement pouvoir reconstituer une alternative. Merci à vous pour cette première thématique. On prend une transition et on revient pour amorcer la seconde annoncée à l'entame de ce programme. On va parler des violences basées sur le genre. Sur ce plateau, nous sommes encore des vôtres, du moins jusqu'à 13h, pour parler à présent de ce problème très important, violence basée sur le genre. Le plaidoyer a été porté à l'Assemblée nationale par les parlementaires, le besoin d'une implication plus concrète des institutions pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Mais sur ce plateau, on va essayer de prendre la chose et de trouver des solutions pour appréhender concrètement ce phénomène-là qui se produit très souvent dans nos quartiers et pourquoi pas dans nos familles même. Les violences basées sur le genre, un sempiternel problème au sein de la communauté camerounaise. Léonie Delphine. Oui, pour ne pas faire très savant,
on parle des violences basées sur le genre, ce qui est d'ailleurs un concept qui nous vient des Nations Unies, pour en appeler à la protection de la femme dans nos sociétés. Parce qu'en fait, je dis les choses simplement, hein, oui. Ontologiquement et physiquement, l'homme a un avantage sur le plan de la force. Physique. Oui, sur la femme. Oui, effectivement, on peut parler des violences psychologiques et dire peut-être que l'homme en subirait dans notre contexte, mais très difficilement. Dans un foyer, vous allez venir trouver que parce que la femme a mal parlé à un homme, ça lui a arraché un bras ou bien un œil. Or, les femmes le vivent au quotidien dans nos foyers. Beaucoup en perdent même la vie. Et donc, l'État, à travers cette loi, veut simplement davantage protéger la femme. Et moi, je trouve que c'est bon. Parce que nous ne pouvons pas construire une société unie, jambiste. La femme, c'est à peu près 52%, pour ne pas dire un peu plus de la population. Et c'est elle qui, dans le rôle traditionnellement dévolu à la femme, est chargée de l'éducation des enfants. Alors, si nous n'en faisons pas un pilier de notre société, en la soumettant aux violences et à toutes sortes d'injustices, à certains endroits, elles n'héritent pas. On leur empêche même aussi d'aller à l'école. Donc, c'est des violences qu'elles subissent et que la société doit pouvoir réparer. Mais ici, là, nous parlons beaucoup plus de l'acuité des violences physiques, qui est un problème parce que malheureusement, beaucoup de femmes en décèdent. Et donc, je suis tout à fait favorable et j'accueille ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. Vous savez que mon président national, qui est d'abord un Camerounais, vient d'une région où l'on dit souvent que la femme a des problèmes d'insertion de ce côté-là. Mais moi, je l'ai trouvé particulièrement progressiste parce que dans l'élaboration des listes, lorsque nous investissons nos candidats, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tiers. En fait, que un tiers de ces candidatures-là soient féminines. C'est pour permettre aussi l'accès, donc un tiers aux femmes, un tiers aux jeunes et un tiers aux autres catégories sociales. C'est pour permettre aux femmes d'avoir voix au chapitre et que des gens ne parlent plus pour elles. Donc si vous venez dans notre parti politique pour donner une illustration... Léonie Denfoum, prenez également rendez-vous pour un programme pour parler vraiment de ce que propose l'NDP. Oui, donc je suis tout à fait heureux de ce projet. Non, moi je vous en donne des illustrations pour dire que nous-mêmes nous ne ferons pas autrement si nous arrivons aux affaires. D'accord. Parlons justement de ces violences basées sur le genre. On va mettre l'emphase sur les violences physiques qui très souvent ont conduit à des féminicides. Célestin Djamel, est-ce qu'on peut comprendre tant soit peu? Oui, la nature a voulu qu'il y ait une relative différence entre l'homme et la femme sur le plan physique. C'est Dieu qui l'a voulu. Il y a certains hommes mal éduqués dès le bas âge qui croient que seule la force physique compte et que ce pouvoir que Dieu nous a donné, ils en fassent mauvais usage. C'est anormal. Donc c'est d'abord une question d'éducation à la maison. Dès le jeune âge, 3-4 ans, il faut apprendre aux garçons que l'homme est le complément de la femme et vice-versa. Ces deux êtres, sûrement qui n'ont pas les mêmes sensibilités, c'est tout à fait naturel, mais que sur le plan de Dieu, ils ont la même égalité, sur le plan de l'être humain. Moi, je préfère parler des droits humains que des droits de la femme. La femme, c'est un être humain comme l'homme. Il n'y a pas de raison de dire droit de la femme. Non, c'est droit des humains. Donc, question d'éducation. Maintenant, je crois que l'arsenal répressif ne punit pas assez les hommes qui agressent les femmes physiquement jusqu'à leur donner la mort. Il y a eu ici à Yaoundé, je crois c'est en Guissa, un homme qui a été libéré sous caution de 52 000 francs. 52 000 francs. Dont la vie d'une femme vaut 52 000 francs. C'est une honte absolue. On devrait reformer ces décisions. C'est une honte absolue. Donc ma soeur, ma mère est tuée par son mari ou par mon beau-frère, on dit 52 000 francs. On le libère. Mais est-ce que vous comprenez ça? C'est absolument infect, abject. Donc moi je pense que il y a d'abord l'éducation. À la maison d'abord. Parce que la vraie éducation, Muriel, ce n'est pas à l'école.
c'est d'abord à la maison qu'on éduque les enfants. Tu es l'homme, c'est vrai, il y a des prédispositions, tu es la femme, mais vous vous complétez. Mais attention aussi, il y a certains pays, peut-être qu'au Cameroun, il y a des hommes qui sont physiquement battus par des femmes. Hein. Ça, c'est aussi... Mais c'est marginal, ça. C'est marginal peut-être, c'est marginal, mais une vie perdue d'un homme parce qu'il est battu par sa femme, c'est marginal pour vous. Non, mais sa famille a perdu. La loi résout un problème général. Non, j'ai pas dit le contraire. Voilà. C'est marginal, mais ça existe. C'est marginal, mais ça existe. Pas au Cameroun d'ailleurs. Donc, oui, pas au Cameroun d'ailleurs. Donc moi je pense que pour que l'État puisse résoudre ce problème, d'abord dans l'esprit, dans la tête. L'éducation, c'est plus puissant que le fouet. Il faut d'abord éduquer les hommes qui tapent sur leurs femmes, que ça ne sert strictement à rien. Si vous n'êtes plus d'accord de vivre ensemble, mais il y a une solution simple, prévue par la loi. Vous vous séparez ou vous divorcez. Ça sert à quoi? La femme ne vous appartient pas. Ce n'est qu'une épouse, éventuellement, ou une compagne. Ce n'est pas votre propriété. D'accord. Alors, c'est pour ça que j'en profite pour conclure là-dessus. Il faut abolir la dot. À l'âge de 14 ans, j'étais au lycée Josse, à Douala. J'avais écrit une rubrique sur la question sociale, la dot. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une marchandisation de la dot. C'est extrêmement dangereux de vendre sa fille, entre guillemets, parce qu'on la donne en mariage. Il y a des gens qui pensent que l'argent qu'ils ont déboursé dans certaines tribus, ça monte très très haut. Hein. Ils se croient avoir un permis de tuer, parce qu'ils ont déboursé peut-être 2 millions, peut-être 3 millions, etc., etc. Et que dès que leur femme les trompe, ou croit devoir les tromper, mais ils pensent qu'ils ont un permis de tuer sur leur femme, tout simplement. Donc il faut réduire la dot à la portion symbolique. On ne doit plus pouvoir doter les femmes à plus d'une cola et d'une bouteille de vin blanc. C'est terminé. Quand vous mariez votre fille, mais ça veut dire que vous êtes fier que son compagnon, son fiancé l'épouse. Vous la vendez pourquoi? C'est ça qui trouble certains hommes qui tapent sur leur femme. D'accord. Fadimatou, Babé. Moi, je verrais cette question sur deux angles. Le premier angle, c'est celui de la femme qui, en tant que mère, devrait commencer à dire à son fils et à sa fille dès le bas âge qu'on ne tape pas sur son compagnon ou sur sa femme. C'est cette femme-là qui devrait éduquer ses enfants en disant les violences ne sont pas bonnes. Apprendre à parler, apprendre à dialoguer. Et c'est très important. Vous savez, l'éducation, c'est cette chose-là qui nous accompagne toute notre vie. Et lorsque nous sommes face à des situations dans notre vie, on pense, on se remémore de ce que nos parents avaient fait pour nous. Si l'enfant est habitué à entendre qu'on ne tape pas, on ne fait pas, il faut parler, il faut accompagner, il faut être tolérant, vous avez plus de chances à former des maris et des femmes qu'à former comment je vais les appeler, des bourreaux. Parce que personne ne souhaite aller dans un foyer où elle est battue, que ce soit femme ou homme. Hein. C'est ça en fait. On va dans un foyer, c'est parce qu'on trouve que moi, quand je me mariais, je me souvenais à 18 ans, quand je partais de chez mes parents, je me disais que c'est l'Eldorado là-bas. C'est l'endroit où je serais bien libre et tout. Mais non, parce que on se retrouve en train de vivre ce qu'on a miroité. Or, le problème, c'est pas à la rue d'éduquer, c'est à la maison, la cellule familiale d'éduquer. Ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, c'est que il faut éduquer les enfants en sachant que, ok, je forme mes enfants pour qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs que moi. Si dans la cellule familiale, le papa est habitué à taper sur la maman, le garçon va se dire que, ok, c'est normal. Mon père tapait sur ma mère, mais elle était toujours là. Donc, toi aussi, je peux te taper. Tu ne vas nulle part. Et la fille peut se dire, ok, je voyais souvent les matchs de combat entre mes deux parents. Donc, il faut que je pousse le monsieur à ce qu'on le fasse aussi. J'organise aussi les miens. Voilà. Donc, je pense que c'est sur ces deux angles-là que la cellule familiale soit un cadre où on se dit,
il faut de l'amour, il faut de l'ambiance, il faut de la patience, la tolérance, et non de la violence. Et si vous commencez déjà dans cette cellule-là, vous êtes sûr que vous épargnez les enfants des autres. Parce que c'est les enfants des autres qui viennent vous épouser, ou vous qui allez épouser ces enfants. Ça, voilà. Benjamin Bala, Les violences basées sur le genre sont très répandues au Cameroun et aussi partout ailleurs dans le monde. Ces violences, il faut qu'on le dise, touchent les femmes, les filles et voire même les hommes. Ce sont des violences qui prennent plusieurs formes. Il y a les violences physiques, violences psychologiques, violences économiques. C'est la raison pour laquelle il est important de citer aussi, au-delà de ce que les panélistes viennent de donner comme exemple, de citer d'autres violences que nous négligeons en dehors des violences conjugales. Nous avons par exemple les mariages forcés pour les jeunes filles. Oui. Nous avons les mutilations génitales dans certaines sociétés où ça se passe encore jusqu'à ce jour. Vous voyez, bien que le phénomène est tellement combattu, mais d'autres cultures estiment que si une femme n'est pas mutilée, ça ne va pas l'arrêter à mener une certaine vie permissive ou de débauche. Or, tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait abjectes. Il y a des violences sexuelles. Les violences sexuelles, et là-bas, c'est encore plus grave parce que c'est le tabou, le silence total, c'est la banalisation même dans la société, dans les familles, au sein des familles. Les enfants qui sont violés, l'actualité en dit beaucoup, que ce soit les jeunes garçons, sont violés par leurs propres parents. Les jeunes filles sont violées par leurs propres parents. Et en justice, lorsque ces phénomènes arrivent, vous voyez, c'est du pipeau et puis ça tourne. Donc ça fait que les questions qu'on doit beaucoup plus se poser, c'est que c'est bien beau d'amener encore cette question à l'Assemblée nationale. Nous souvenons qu'il y a un projet de code de la famille qui tourne comme l'épée de Damoclès, depuis des décennies, voire même plusieurs décennies, ça n'a jamais été adopté. Pourquoi? Parce que la société est réfractaire au changement. La société est complice de ce genre de phénomène. Et nous, au PDC, nous disons que nous devons réformer toutes les lois qui concernent les violences basées sur le genre et les transformer, si possible même, non seulement en peine sévère, si possible en peine capitale. Arthur, écoutons. Oui, je pense que le phénomène des violences basées sur le genre est un phénomène effectivement national. Et moi, j'ai eu le privilège de travailler à l'extrême nord du Cameroun très récemment et j'ai fait la découverte d'un phénomène qui m'a quasiment ahuri. Un homme est capable d'épouser 4 à 5 femmes et se faire entretenir par ces femmes pendant que lui, il est sous l'arbre, il les cause avec d'autres, ses vis-à-vis. Se faire entretenir comment, je veux comprendre. En fait, les femmes... Son tête s'occupe de lui, en fait. Il ne fournit aucun effort, elles vont au champ, celles qui vont... elles sont avec le bétail, etc. Voilà. L'homme ne fait rien. L'homme ne fait absolument rien. C'est un pacha, c'est comme ça qu'on peut dire. D'accord. Alors donc, plus il a des femmes, mieux il se porte bien. Alors, nous avons également ce phénomène de féminicide qui est très courant. Et ces derniers temps, nous avons répertorié beaucoup de nouveaux cas. Et je pense qu'il faut faire un lien entre la pression économique que les hommes subissent de plus en plus. Donc vous avez dans la plupart des cas des hommes qui se battent pour des femmes et qui estiment qu'une fois que cette femme décide de le quitter, qui estiment que, ah non,
voilà, elle n'a pas ce droit parce qu'il aurait investi assez pour cette femme. Et donc, voilà un motif très courant dans les cas de féminicide. Alors, il faut faire donc une analyse profonde de cette question. Pour ça qu'il faut abolir la dot. Voilà, donc c'est un élément très important, effectivement. On va donc prendre le dernier tour de table à propos, proposition de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que cela puisse aller de façon décroissante au sein de la société? Si jamais un message même à passer à l'endroit de ces hommes peut-être violents-là, ou encore même de ces femmes-là face à ces situations. On commence par vous, Arthur. Je crois que les organisations de la société civile travaillent amplement sur cette question. Il y a beaucoup d'ONG. On a fait référence aux Nations Unies également, qui travaillent abondamment sur la question. Il y a le Fonds des Nations Unies pour le développement qui est vraiment ancré sur cette question. D'accord. Et il y a également... Pour en sortir, le temps est parti. Oui. Il y a également l'aspect, on l'a abordé, l'aspect, le volet éducation qui est fondamental. Donc, il faut que tout le monde se socialise à l'ordre. D'accord. Voilà. Célestin Djamel. Mais je pense que simplement le maître mot, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'éducation. Si le monde se gâte, périt, c'est parce que l'état d'esprit le veut bien. Si on veut changer le monde autour de nous, les relations hommes-femmes, il faut d'abord changer les esprits dès le très jeune âge. Et puis moi je considère que vraiment il faut le dire de manière très claire. Dans les lycées et certains collèges, il y a encore des internats pour filles, machin. C'est très dangereux. Je pense que l'homme et la femme sont appelés à se rencontrer. Des internats mixtes préférés? Non. Mais c'est très... Il faut retirer ça. Il faut simplement éduquer. C'est pas en mettant les filles d'un côté, les garçons de l'autre, que les choses... Non, il faut éduquer. Il faut les mélanger. Oui, et je termine en disant que cette affaire de dot en Afrique, au Cameroun en particulier, ça devient un marché. C'est immoral. Le mariage, c'est l'amour entre Léoné Danfouma. Oui, puisqu'on est en train d'aller à la pénalisation de ce type de délit. Moi, je veux qu'on y mette aussi des unités de signalement. Quand une femme se sent sous pression, qu'elle soit capable de le signaler. Comme des numéros verts. Oui, et que l'État prenne en compte ces signalements-là et agisse. Parce que généralement, on intervient toujours quand il est trop tard. Première chose. Deuxième chose, la violence physique est très généralement la conséquence d'une accumulation d'insatisfaction. Et la plus grande insatisfaction qu'on note dans notre société, c'est l'économie. Permettez aux hommes, parce qu'on reste en Afrique après tout, on sait que c'est l'homme, le chef de la famille. Permettez aux hommes de gagner bien leur vie et de façon à pouvoir naturellement... Mais les femmes aussi travaillent. Non, je dis, non, écoutez bien. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique. Et quand vous n'arrivez pas à rentrer, c'est vrai, lui il a parlé des gigolos. Moi je parle pas des gigolos. Mais chez nous ici, quand vous n'arrivez pas à remplir le couvert chez vous, c'est un problème. Oui. C'est un problème. D'accord, Benjamin Balaona. Et votre femme sort généralement pour aller chercher les moyens ailleurs. Oui, voilà. Le PDC propose une charte nationale contre la lutte contre les violences sur les genres basées sur l'éducation, la formation de chaque citoyen. Il doit intégrer le modèle de citoyen intégral dans la campagne de sensibilisation. Ça veut dire que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les ministères ou l'armée, et l'armée particulièrement, il faut que nous ayons des gens qui sont capables de sensibilisation accrue. Voilà, accrue. Et c'est possible interpeller. D'accord. Je résumerai en 4 mots: éducation, sensibilisation, sanction. Éducation, sensibilisation, sanction et la parité fixe. Merci à vous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous qu'est le Grand Débat. Merci également à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Grand Débat rentre tout simplement en gare. Vous êtes sur Camdis sur télévision, c'est la Républicaine. Restez-y et que vive la République.